France 1940. Alors que l'armée allemande submerge les troupes françaises, le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, décide de négocier avec l'ennemi un armistice. C'est le 17 juin 1940 qu'il exprime par les ondes de la radio son intention de cesser les combats. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. L'armistice est ratifié le 22 juin 1940 en forêt de Compiègne entre les représentants du Troisième Reich et celui du gouvernement de Pétain, mettant fin aux hostilités entre la France et l'Allemagne. Cet armistice supprime le service militaire obligatoire et réduit à 100 000 hommes l'armée française. Pour pallier ce manque, le 31 juillet 1940, un décret de Vichy créait les chantiers de jeunesse pour tous les jeunes de 20 ans et pour une durée de 6 mois. On retrouve dans ce décret l'article 1. Les jeunes gens incorporés les 8 et 9 juin 1940 sont relevés à compter du présent décret de leur obligation militaire d'activité. Article 2. À partir de la même date, ils sont versés pour une durée de 6 mois dans des groupements de jeunesse constitués sous l'autorité du ministre de la Jeunesse et de la Famille. Dirigés par le général de la Porte-du-Teil, sous les ordres de Pierre Laval, ces chantiers ont pour but de faire participer les jeunes de façon active au renouveau de la France du maréchal Pétain. En effet, selon cet ancien chef scout, la jeunesse représente une force importante, capable, si elle est bien encadrée et éduquée, de fournir au nouveau régime une base solide. Dans ces chantiers à caractère militaire, les valeurs transmises participent au développement de la Révolution nationale. La Révolution nationale se traduit par une éducation dans le respect des valeurs traditionnelles, par la revalorisation du travail manuel, sans négliger l'activité intellectuelle et la culture physique. C'est à ce titre que dans toute la France, 52 camps sont créés, comprenant chacun entre 1500 et 2200 jeunes. Dirigés sous la forme hiérarchique pyramidale, les chantiers de jeunesse sont sous la direction du commissariat général. Ce commissariat se divise en plusieurs sections. On retrouve notamment la première section qui s'occupe de l'organisation, du commandement et du service social. La deuxième section s'occupant du personnel, de l'effectif et des contentieux. La troisième section s'occupant de l'éducation. La quatrième section s'occupant du budget. La cinquième section s'occupant des travaux. La sixième section s'occupant de la santé. Et enfin la septième section s'occupant des transports et des rencontres. Mais le commissariat général avait comme principal rôle de coordonner et de superviser les commissariats régionaux. Chaque commissariat régional supervisait une école de cadres et 8 à 10 groupements, assimilables à des régiments de 1500 à 2200 hommes. Chaque groupement était divisé en 6 à 12 groupes, assimilables à des compagnies de 150 à 200 hommes chacune. Enfin, les groupes étaient divisés en équipes. La journée type de ces chantiers commence par le lever des couleurs. La journée est ensuite scindée en deux, avec d'un côté le travail de chantier
et l'autre est l'éducation physique et l'instruction technique. Selon les nouvelles valeurs prônées par Pétain, travail, famille, patrie, le travail est considéré et utilisé comme un outil éducatif. Il s'agit de s'unir pour produire quelque chose en commun d'utile au pays, sans penser à la rentabilité. C'est ainsi que dans ces chantiers, on y exploite et fabrique des fournitures de bois de chauffage, du charbon de bois. Mais on y construit aussi des pistes et des chemins. Enfin, les jeunes gens peuvent apprendre un métier grâce à de nombreuses initiations, telles que le travail du bois, du fer, de la maçonnerie, etc. La religion s'impose naturellement dans les chantiers, puisque selon les mots du général de la Porte du Teil, on ne fait pas une société sans Dieu. Mais l'ambiance reste militaire et les autorisations de sortie dans les villes sont limitées. Dans ces différents camps, on marche au pas, on porte l'uniforme, mais aucune arme n'est présente. En effet, l'un des enjeux est l'entraide nationale des jeunes, et de surveiller et d'encadrer les jeunes pour éviter qu'ils ne prennent les armes contre la puissance occupante. C'est à ce même titre que le maréchal Pétain décide de renforcer les liens entre la France et l'Allemagne. Il organise une entrevue avec Adolf Hitler le 24 octobre 1940 à Montoire. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. À ceux qui doutent, comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se raidissant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Durant cette entrevue, Pétain réaffirme sa collaboration et propose à Hitler de prendre des décisions telles que le rassemblement et la déportation des Juifs. En janvier 1941, le stage dans les chantiers est rendu obligatoire pour tous les garçons de 20 ans et sa durée est portée à 8 mois. Néanmoins, les Allemands ne voient pas d'un bon œil la formation de ces réserves d'hommes jeunes sur leurs arrières. Ils établissent donc une surveillance étroite des activités des jeunes et interdisent l'extension de ces chantiers à la zone qu'ils occupent. En 1943, l'Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy la mise en place du STO pour compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'emploi des soldats allemands sur le front de l'Est. Instauré par la loi du 16 février 1943, le service du travail obligatoire, ou STO, vient donc chambouler l'organisation de ces chantiers. En effet,
Le STO correspond à la réquisition et le transfert vers l'Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français contre leur gré afin de participer à l'effort de guerre allemand. Après la mise en place du STO, et malgré une obéissance sans faille au maréchal Pétain, beaucoup de jeunes des chantiers ont, après janvier 1943, rejoint les maquis français. À la fin de 1943, le général de la Porte du Teil tente enfin de limiter les prélèvements incessants des travailleurs pour l'Allemagne, qui réduisent considérablement ses effectifs. Considéré comme insubordonné par l'occupant allemand, il est alors révoqué. Bien qu'évoqué de sa future arrestation, il refuse de s'enfuir et se laisse arrêter le 4 janvier 1944, 24 heures après avoir été démis de ses fonctions. À partir de ce moment, les chantiers de Genèse passent sous le contrôle du ministre du Travail et de la Production industrielle, le technocrate Jean Bichelonne. Il s'agit d'un ultra-collaborationniste, responsable notamment de la mise en œuvre du service du travail obligatoire. Se remplace alors, successivement, Émile Bernon, du 6 janvier 1944 au 9 mars 1944, Marcel Loubet, du 10 mars 1944 au 9 juin 1944, et Louis Tartarin, à partir du 10 juin 1944. Au cours de cette période, les chantiers intensifient leurs actions répressives et s'enfoncent dans le collaborationnisme. En décembre 1944, les chantiers sont définitivement fermés et abandonnés. En 1945, le général de la Porte du Teil est traduit devant la Haute Cour de justice, inculpé de crimes d'aide avec l'Allemagne en raison de sa responsabilité de l'envoi des jeunes des chantiers en Allemagne et d'indignité nationale en tant qu'ancien responsable du gouvernement de Vichy. La Haute Cour souhaite des éclaircissements sur son attitude par rapport au STO et des précisions quant à sa relation avec la résistance. Grâce aux nombreux témoignages en sa faveur de la part de ses anciens cadres, aux actes de résistance de chef et à l'engagement des jeunes dans le maquis, la Haute Cour de justice rend un arrêt de non-lieu. Le 18 novembre 1947, Joseph de la Porte du Teil est réhabilité pour sa participation efficace, active et soutenue à la résistance contre l'occupant. Les autres responsables n'échappent pas à la vague d'épuration, ainsi qu'à leur procès. Mais ça, c'est une autre histoire.